fait, tout d'un coup, c'est marqué maintenant, ouvrez les yeux lentement, blablabla. Donc je me rends compte que ça fait 10 minutes que je fais ça, alors que 10 minutes c'est long quand tu fais. Tu vois, donc Oui, j'imagine qu'il arrive à te. à te faire déconnecter un peu. Ok, première interview juste pour mettre les choses en ordre par rapport à ta vie. C'est surtout pour moi presque, pour que je garde pour faire un transcrit de tout ça. Bon, on commence avec Pink, je pense. Ah ouais, Pink. Peu. Et après, l'arrivée à Paris. C'est-à-dire combien de temps à Pink et à quel moment on te dit que tu dois venir à Paris et qui et comment et tout ça. Pink, ça s'est fait en plusieurs étapes en fait. Ma mère donc prenait des cours dans une MJC, tu vois, c'est une association qui le soir loue ses salles pour des cours. Donc le professeur venait donner des cours de jazz et de gym. Et ma mère était inscrite dans cette salle. Et de temps en temps, elle venait me chercher à l'école parce qu'elle avait personne pour me garder. Elle m'emmenait avec elle. Et j'étais censé faire mes devoirs en fait, tu vois, étudier. Mais j'avais 6 ans, 7 ans, enfin tu vois, juste dessiner, voilà, elle m'occupait dans le fond pendant qu'elle prenait son cours. Et en fait, systématiquement, je faisais pas ce que j'avais voulu que je fasse, je me levais et je dansais. Je faisais le cours avec elle dans le fond. Et donc, le professeur s'en est rendu compte, il s'appelle Brigitte Gem, qui est donc le professeur qui a après ouvert la salle Pink. Et on m'a inscrit à un cours, mais un cours après adapté à mon âge, tu vois. C'était un cours une fois par semaine, le mercredi, avec des enfants de 8, 5, entre 5 et 8 ans, quoi, tu vois. On faisait de la gym, des roulades, des ponts. C'était un peu de l'éveil, tu vois, un peu de l'éveil corporel, voilà. Mais j'avais toujours ce truc de rythme. Je voulais danser en permanence. Quand on partait au supermarché, je me souviens, j'étais avec le caddie, je poussais comme ça, je dansais dans les allées du supermarché. À la maison, je me déguisais beaucoup. J'allais dans le dressing de mes parents et je me déguisais avec les chapeaux de ma mère, avec les habits de mon père. Donc j'avais déjà un sens, tu vois, du spectacle. Et puis Pink est arrivé. Cette dame donc s'est installée, Brigitte s'est installée. Elle a trouvé une salle de danse où elle avait des cours tous les jours, pas seulement une fois ou 2 fois par semaine dans un endroit. Ça, c'est un endroit qui lui appartenait. Donc, elle a ouvert cette salle de danse et je suivais à peu près 5 ou 6 cours par semaine. Et j'étais relativement doué, manifestement, parce que j'étais plus avec les gens de mon âge. Là, j'étais avec une vingtaine de jeunes femmes qui avaient entre 25 et 40 ans et j'étais dans les niveaux supérieurs. Donc, il y avait toutes ces femmes et puis moi, petit, blond, les cheveux ici. 9 ans qui suivaient les cours des niveaux avancés parce que j'étais doué. Mais c'était de la danse jazz, tu vois, c'était une espèce de liberté que je trouvais incroyable dans cette discipline. Et pour moi, c'était la récréation, tu vois, les copains allaient jouer au foot, moi j'allais prendre mon cours de danse, voilà, c'était de cet ordre-là. Et puis, ça a duré quand même 1 an, 2 ans, 3 ans. Je faisais des spectacles à la fin de l'année, donc j'avais des solos où je dansais, moi tout seul, et puis après avec le groupe. Donc j'avais déjà ce goût pour être devant, pour, ouais, pour faire des choses seul, sur lesquelles tu vois, toute l'attention allait être portée sur moi. J'adorais ça. J'étais un peu comme la star de Pink, quoi, tu vois. Il n'y avait aucun autre garçon, j'étais le seul, hein. Juste des petites filles avec qui je travaillais pas, et puis les adultes. Et puis, je sais plus trop aussi, Brigitte, le professeur, qui était d'ailleurs la meilleure amie de ma mère, qui est quelqu'un très proche de moi, de ma famille, a dit, bon ben maintenant, c'est plus trop de mon niveau, il faudrait qu'on lui apprenne le classique pour qu'il ait des bases, voilà, comme un musicien tout d'un coup, qui doit apprendre le solfège et qui doit avoir une structure. Et donc, une fois par semaine, on partait le samedi. Je partais avec mon père et ma mère à Montpellier, qui est à peu près une demi-heure, même un peu plus, 45 minutes de Agde, la ville où il y avait Pink, où je prenais mes cours tous les jours. Et donc, le samedi, je partais avec mon père et ma mère en voiture et ils m'amenaient dans l'école de danse classique de Monsieur Pujol, qui était le professeur réputé dans le département de l'Hérault, quoi, tu vois. Donc, il fallait quand même faire un peu de voiture pour aller jusqu'à lui. Et là, j'avais mon cours de classique. Et c'était juste un cauchemar, je détestais ça, quoi. Je détestais parce que tout d'un coup, toute la liberté, le côté un peu désinvolte que je pouvais avoir chez Pink, où j'étais un peu l'enfant rebelle qui fait ce qu'il veut, là c'était la rigueur, c'était les exercices, il fallait pas se tromper. Je me souviens, le professeur, il était habillé tout en blanc, avec une baguette, hein, au bout de laquelle il y avait des élastiques. Et puis de temps en temps, paf, tu vois,
C'était pas, il m'a jamais maltraité, il maltraitait personne, mais c'était pour te montrer un peu la rigueur, quoi, tu vois, du maître, la notion de maître. Déjà, moi j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et je passais mon temps à regarder l'horloge. Le cours durait 1 heure et j'ai pris conscience qu'1 heure c'est long, tu vois, à cet âge-là. Et donc une fois par semaine, j'avais ce cours de danse classique que j'aimais pas parce que j'avais pas de liberté, j'étais contraint à faire des exercices bien précis, hein, dans lesquels il fallait que ben, je corresponde à quelque chose et moi ça me plaisait pas. Mais bon, je le faisais parce que j'étais pris dans une espèce d'engrenage et je me disais voilà pourquoi pas. Et j'étais content surtout que le lundi de retrouver Pink, les cours de jazz et puis les copines qui avaient déjà 35 ans et moi j'avais 9 ans, 8 ans quoi, tu vois, je me souviens plus très bien. Et puis un jour, vers l'âge de 9 ans, je faisais des stages l'été. Donc je dansais tout le temps, tu vois, toute la semaine chez Pink, le week-end à Montpellier avec l'école de Monsieur Pujol. Et puis pendant les vacances, j'allais dans des stages. Donc j'allais ou à Béziers, ou à Biarritz, ou à Montpellier. Classique. Ouais, tu choisissais tes disciplines. Donc il y avait des cours classiques, il y avait des cours de jazz. Et voilà. Et bon, forcément, je prenais classique et jazz. Et, j'ai pris un cours avec ce professeur qui avait été professeur à l'opéra, qui s'appelle Alain Daven, et qui a dit à mes parents, mais il est vachement doué, votre enfant, vous devriez le présenter à l'école de danse de l'Opéra de Paris, quoi. Là, tu as 9 ans. Là, j'ai 9 ans. Donc, mes parents disent, bah, ok, pourquoi pas, ils suivent. Tout ça beaucoup poussé par Brigitte de Pink, parce qu'elle connaissait un petit peu le monde de la danse, et elle savait que, bon, voilà, l'opéra, c'était, waouh, quelque chose de... Et puis, c'était aussi une idée qu'elle avait, elle, mais tout d'un coup, ça devenait réalité, parce que quelqu'un du sérail de l'Opéra de Paris m'avait vu et disait que je pouvais candidater à rentrer peut-être à l'école de danse, quoi. Donc il y a eu une grande discussion et ils m'ont dit est-ce que tu veux y aller? J'ai dit oui, pourquoi pas. Et donc à l'âge de 10 ans à peu près, je suis parti en pleine année scolaire. C'était au mois de février-mars, sur Paris avec mon père et ma mère, pour faire les auditions pour l'école de danse, pour être admis à l'école de danse. Voilà. Et puis à partir de là, bon, les premiers examens, ce sont des examens physiques. On regarde les aptitudes, la cambrure du pied, l'ouverture des hanches. Moi, elle était très bonne, tu vois. C'est un peu l'ironie de la vie. Et la souplesse, la détente. On nous regarde vraiment comme le potentiel athlétique, quoi, tu vois. Et puis, c'est un examen qui se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord l'examen donc physique, avec un médecin qui regarde un peu tout ça. Tes genoux, tes pieds, tes hanches, les articulations, pour voir si ton corps est disposé à recevoir l'enseignement, parce que tu vois, de l'école de danse qui est là, c'est plus 1 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, c'est tous les jours, 4 heures par jour de danse, quoi. Donc, il faut avoir des corps qui soient réceptifs, tu vois, à cet enseignement. Et le deuxième examen, c'était un cours de danse classique, un peu lambda, voilà, avec un professeur. Et la troisième étape de l'examen, c'était une rencontre avec la directrice, à l'époque, qui était Claude Bessy. Et Claude Bessy était une femme très très imposante, hein, avec une personnalité incroyable, qui avait fait une carrière exemplaire et qui était réputée pour être extrêmement sévère et avoir une grande gueule, quoi, tu vois. Et je me souviens, elle m'avait demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et j'avais répondu danseur étoile. Mais je crois, sans même savoir ce que c'était, je savais même pas ce que c'était que être quadrille, coryphée, enfin tous les grades de la hiérarchie de l'opéra que j'ai traversé. Et danseur étoile non plus, j'avais entendu dire que j'arrivais tu vois, du sud de la France. J'allais à l'école avec mon vélo et j'allais à Pink faire mon cours de jazz et je sortais de mon cours de jazz, je sautais dans la piscine l'été de mes parents, quoi. Tu vois, là, c'était ma vie, j'avais une enfance de rêve. Donc les étoiles, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter. Et c'est marrant, je lui ai dit ça, je lui ai dit je voudrais être danseur étoile. Elle me dit ah bon, bah dis donc, t'as de l'ambition, c'est bien. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. Et puis j'ai été accepté. J'ai été accepté pour faire ce stage de 3 mois où tu suis pendant 3 mois l'enseignement des élèves de l'école de danse sous une forme de stage, parce qu'à l'issue de ces 3 mois, il y a un examen pour savoir si tu vas intégrer l'école ou pas. Donc tu as 3 mois de préparation. Et là, ça a été un peu traumatisant, parce que tout d'un coup, mes parents sont repartis, et moi, venant de la province, j'étais tout seul à Paris. 10 ans, c'est petit déjà. Et j'étais en internat, j'étais avec tous les provinciaux, tous les enfants qui venaient, qui n'étaient pas sur Paris. On était tous ensemble dans un internat, rue de Clichy. Et voilà, tout d'un coup, j'ai été coupé de la nature complètement, quoi, tu vois.
Non, pas coupé de la nature. J'ai été coupé de la famille. Tu vas couper ça, non, c'est pas grave. Bon, et Oui, donc, oui, oui, c'est pas grave. c'est Mais pas grave. je veux savoir quelle conscience tu avais quand tu étais en train de faire ça. C'est-à-dire, tu savais ce que tu étais en train de faire Je ou savais c'était que je un faisais peu... quelque chose d'exceptionnel, que j'étais dans une école de prestige. Parce qu'on te l'avait dit ou tu... Parce que je m'en rendais compte. Je me rendais compte que c'était waouh. Tu vois, il fallait être comme ça, avec l'esprit bien carré, avec une détermination, tu vois. Et, et en même temps, je vivais un traumatisme de séparation de la famille, de séparation du Sud. C'était tout d'un coup, culturellement, j'étais complètement déplacé, quoi. J'étais ailleurs, tu vois. J'étais un petit gamin du Sud qui se retrouvait à Paris, dans la grande ville, dans une école où la discipline est dure, où il faut être déterminé, avoir des convictions. À 10 ans, tu n'as pas de conviction encore. Et là, on nous demande d'avoir des convictions sur qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, parce que si tu veux faire cette école, il faut que tu saches que voilà, ton objectif c'est ça, et pas autre chose, sinon tu n'y arriveras pas. Donc, mais j'avais pas trop réalisé, enfin c'était quelque part dans ma tête, j'avais pas de problème avec ça, mais c'était parasité, si tu veux, par le fait que je sois séparé de ma famille. Donc pendant à peu près un mois, j'étais un peu waouh, perturbé, tu vois. Je prenais les cours, je suivais tout le cursus comme un enfant normal, mais j'étais déchiré à l'intérieur. Je pleurais tout le temps, je voulais rentrer dans le sud, je supportais pas d'être éloigné de ma famille et d'être éloigné de mes racines, voilà, de mes origines, quoi, tu vois. Et puis en plus, c'était en pleine année scolaire aussi, au mois de mars, t'imagines, le chamboulement j'avais de nouveaux professeurs, français, anglais, mathématiques, tout ça, pour moi, c'était un changement total. Donc, un grand bouleversement qui a été, je crois, le plus grand bouleversement de ma vie, quoi, le seul, finalement. Et petit à petit, je me suis habitué et j'ai été gagné par l'enseignement que je recevais, par les cours de danse que j'avais, par la qualité. Et puis, je voyais que je m'épanouissais, que j'étais réceptif, tu vois, à cette rigueur, à cette discipline, à ces objectifs qu'on nous demandait d'avoir. Voilà. Et je suis rentré, j'allais dire, dans le moule. En tout cas, j'ai accepté, quoi. Tu vois, j'ai accepté d'être là, d'être loin de ma famille. Et je me suis dit, ok, maintenant, je suis grand. J'ai 10 ans, mais je suis grand, c'est comme ça. C'est allé très vite. De 9 à 10 ans, boum, je suis devenu adulte. Il faut que j'assume. Et voilà, j'ai passé 6 ans à l'école de danse, hein, absolument super, où tout d'un coup tu te construis ta famille. C'est comme une troupe, tu vois. Tu as un esprit de famille, tu as tous les copains qui sont là. Il y avait des moments difficiles parce que chaque année tu as un examen pour monter au niveau supérieur, accéder à la classe supérieure, et chaque année ben, tu as les copains qui ne suivent pas, qui sont renvoyés. Et puis tu as ceux qui redoublent, et voilà quoi. Donc petit à petit, j'ai laissé quelques copains sur la route, mais que j'ai retrouvés plus tard. Et puis j'ai gravi mes échelons comme ça a duré 6 ans. Pour arriver en dernière année à la classe d'engagement qui te permet de rentrer dans la compagnie et d'être Toi, quel âge à la classe 17 ans. Et pendant ces années scolaires, il y avait Claude Bessy. Il y avait Claude Bessy, ouais, qui était là. Et qui était Il devenu. fait quoi? Il est comme... C'est la directrice. Ouais. C'est la directrice de l'école et je pense qu'elle te. Moi en tout cas, elle m'a donné la détermination que j'ai aujourd'hui, quoi. La pugnacité, tu vois, l'envie de jamais lâcher, de jamais se décourager. Parce que c'est un métier difficile, tout le monde l'a dit dans toutes les interviews, ça, je ne suis pas en train de faire une révélation, c'est un métier difficile, il y a beaucoup de désillusions, mais c'est aussi un métier merveilleux, quoi. Et quand ça fonctionne, et quand ça marche, et quand tu réussis, waouh, il n'y a rien de comparable, il y a pas de comparaison avec autre chose, en tout cas moi j'ai pas connu autre chose. Par contre, le chemin est un peu périlleux parfois, pas difficile, tu vois. La conscience du corps, les blessures qui arrivent, la fatigue, les déceptions de pas. On était classé à chaque fois. Moi, je voulais être premier systématiquement. Si j'étais pas premier, c'était un échec, tu vois, pour passer à chaque niveau. Et donc j'ai souvent été premier, mais j'ai été 3 fois premier, je crois, sur mes 6 ans, et 3 fois troisième. Et c'était terrible, quand j'étais troisième, je ne supportais pas. Mais c'était rien, c'était pas grave, si tu veux, il y avait des enfants qui étaient renvoyés, tu vois. Donc c'est pour voir un petit peu le niveau de détermination qu'il faut avoir pour avancer dans cette structure. Et Bessie était comme je peux pas dire une mère spirituelle, parce que elle était plutôt froide, quoi, tu vois. Tout le monde en avait peur même. C'était waouh, l'autorité incarnée,
la grande question, quand on se croisait dans les couloirs, les élèves, c'était elle est de bonne humeur, elle est de bonne humeur. On voulait savoir si elle était de bonne humeur, parce que si elle était de mauvaise humeur, eh ben, ça débardait, quoi. Donc elle était un peu terrifiante. Mais c'était cette figure qui avait été d'ailleurs extrêmement libre, parce qu'elle avait claqué la porte de l'opéra. À l'époque, quand elle était danseuse étoile, Claude Bessier, elle était partie à l'ABT, elle a dansé avec Jane Kelly. Elle a eu un parcours complètement atypique par rapport aux étoiles de l'époque, où elle faisait ce qu'elle voulait. Faisait que c'était une femme avec une personnalité waouh, impressionnante. Donc il y avait une espèce de crainte, mais de fascination pour ce personnage. Euh, voilà, donc elle m'a accompagné avec son autorité, mais en même temps j'étais fasciné par la femme qu'elle était et la danseuse qu'elle avait été. Et c'était comment l'école, par exemple? Comment vous viviez? Filles, garçons, seulement les garçons? Alors C'est-à-dire, moi, comment ouais, commençait l'école? moi j'ai vécu deux formats d'école, parce que la première année quand je suis arrivé à Paris, l'école n'était pas encore à Nanterre. Après, ils ont tout centralisé à Nanterre. Ils ont fait une vraie école, des vrais bâtiments, et on partageait les studios avec les danseurs de l'opéra. On avait les petits rats, voilà. Et on était, nous, le matin, très tôt, à 10 heures, on avait notre cours pour les enfants de l'opéra. Après, on partait à la Madeleine, on se tenait par la main comme ça, on était dans une espèce de file, deux par deux, boum, 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 on traversait, on allait jusqu'à la Madeleine au collège Octave Gréard. Là, on avait l'enseignement l'après-midi À l'école normale? à l'école normale de l'éducation nationale, quoi, tu vois. Et le soir, on revenait à l'opéra pour prendre un cours du soir avec un autre professeur, un cours de danse du soir, ou des matières parallèles comme l'histoire de la danse, l'histoire de la musique, l'histoire du théâtre. Et puis, après ce dernier cours, on remontait rue de Clichy dans un appartement haussmannien, rue Jules Lefebvre, à côté de la rue de Clichy, où là c'était l'internat. C'était un grand appartement de, je sais pas, 180 mètres carrés avec des chambres dans lesquelles il y avait des lits superposés. Et tous les enfants de province étaient là, 3 par 3, enfin 3 par chambre ou 4 par 4 ou 6, peu importe, ça dépendait de la grandeur des chambres. Et donc on vivait comme ça, comme une famille. Le matin, il y avait le petit déjeuner, il y avait la surveillante qui nous faisait, on était tous autour d'une grande table avec des bols, avec notre lait, notre cacao, les tartines, hein, et on prenait notre petit déjeuner ensemble et puis on recommençait la journée. On partait à Mais pied. vous êtes combien, plus ou moins? On est une vingtaine. Il y avait deux foyers, le foyer A et le foyer B. Moi j'ai commencé par le foyer B, après j'ai fait le foyer A. Et j'ai préféré le foyer A parce que la surveillante elle était plus sympathique. Elle s'appelait Madame Beaumont. Foyer B, elle était un peu dure, un peu sévère. Et on était tous mélangés, c'est-à-dire qu'on était 30 enfants de province mélangés entre 10 et 16 ans. Tu vois. Donc t'imagines les différences, quoi. Dans une chambre, tu te retrouves avec un garçon qui a 16 ans, toi tu as 10 ans. L'écart à ce niveau-là, il est vachement important, tu vois. Mais vous preniez le métro ou comment? Non, on faisait tout à pied, on marchait. Ah, de Clichy à Ouais, Opéra? ouais. Rue À de pied. Clichy jusqu'à Opéra à pied, de Opéra jusqu'à Hofstadgréard à pied, et 20, Bon, ça prenait à peu près 20 minutes, 15-20 minutes à chaque 20 fois. enfants 20, une trentaine qui d'enfants marchent. qui marchent dans la rue, deux par deux, en se tenant par la main. Ou pas forcément en se tenant par la main, les petits se tenaient par la main parce qu'ils étaient encadrés. Mais quand tu étais un peu plus grand. Voilà, et puis c'était joyeux, quoi. On chahutait, on rigolait, voilà. Donc j'ai vécu 1 an et demi comme ça. Et puis ensuite, d'ailleurs, c'était l'année où j'avais été le plus turbulent. J'ai failli être renvoyé d'ailleurs cette année-là. L'école est divisée en 6 divisions. En fait, quand tu rentres, tu as d'abord le stage, et puis après, tu as 6e division, 5e division, 4e, 3e, seconde, première division, qui est la classe d'engagement. Et moi, j'ai été admis directement en 5e division. Pas parce que j'étais plus doué, mais par rapport à mon âge, en fait. Ça correspond un peu à l'âge que tu as, tu vois. Et c'était ma première année de 5e division, c'était la dernière année où l'école était encore à l'Opéra, au Octave Gréard, et puis le foyer rue de Clichy, rue Jules Lefebvre. Et j'étais, je crois, j'ai eu un acte un peu de rébellion, tu vois, à ce moment-là. Ok, j'avais accepté d'être ici, ça avait été dur, j'avais pleuré, blablabla, bla, 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 j'avais fait le stage, j'avais été admis. Mais pendant toute cette première année, ça se passait pas très très bien. J'étais un peu rebelle,
Je faisais des idioties, j'allais sur les toits de l'opéra avec les copains, on n'avait pas le droit, on se faisait prendre par les surveillants, donc on avait des sanctions, donc mes parents recevaient des lettres, hein, votre enfant est turbulent. Après, je m'étais fait gronder parce que à l'école normale, quand je dis l'école normale, c'est l'enseignement, là, Octave Gréard, je dansais pendant la récréation. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal qu'un enfant qui fait l'école de danse que de danser, quoi, tu vois. Et la surveillante générale m'avait mis une punition. Donc du coup, mes parents avaient été convoqués, votre enfant est turbulent, hein, bon, bref. Et puis, au moment de l'examen, Claude Bessy me convoque. Et elle me dit, oui, ça se passe pas très bien avec toi, manifestement, tu n'arrives pas à être discipliné, il y a beaucoup de plaintes, donc fais attention, quoi. Et j'avais des carnets, parce que tu avais des carnets, tu sais, où les professeurs mettaient des appréciations. Et mes carnets, c'était carrément, attention, s'accommode de ses défauts, attention à l'examen. Donc bon, genre on préparait un peu les parents à, on va vous renvoyer votre fils, quoi. Et puis finalement, j'ai eu une chance, je crois, j'ai redoublé, ils m'ont gardé. Et donc j'ai redoublé ma 5e division. Je suis rentré à Agde, j'ai passé l'été. Et pendant ce temps, à la prochaine rentrée en septembre, l'école avait déménagé. Il y avait la grande inauguration de l'école de danse à Nanterre, où c'était tout d'un coup le paradis pour les enfants, parce qu'il n'y avait plus ces trajets à faire interminables, que moi j'adorais, mais c'était plus pratique. Tout est là, le bloc scolaire, le bloc hébergement et le bloc enseignement de danse, quoi, tu vois. Tout était centralisé au même endroit. Et je crois que dans ma tête, j'ai eu un twist. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai une deuxième chance, je ne peux pas la rater. Et là, je n'ai eu plus qu'un seul objectif, être le premier quoi qu'il arrive. Mais c'était presque devenu maladif, c'est-à-dire que si j'avais des mauvaises notes, je prenais ça comme un échec total. Et finalement, à ce moment-là, dans cette école où on avait tout sur place, j'ai commencé à développer une forme de rigueur et ouais, de détermination qui m'a jamais quitté. Voilà. Et je me suis dit, je vais aller au bout de mes objectifs. Et mes objectifs, c'est d'être danseur étoile. Alors, c'était pas la même chose que quand j'étais arrivé devant Claude Bessy, que je venais de ma province et qu'elle m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire. Et j'avais dit danseur étoile en disant son comme ça, juste par provocation, sans savoir ce que ça voulait représenter. Là, cette fois-ci, j'avais compris parce que j'avais fait 3 mois de stage et puis 1 an. Donc, on croisait en plus quand on était à l'opéra, quand l'école était encore à l'opéra, on croisait beaucoup les danseurs de la compagnie, on croisait les étoiles de l'époque. Tu vois. Moi, j'étais complètement fasciné par ces ballerines et tout. Elles étaient à l'époque avec des grandes châles, avec des paniers en osier, avec les pointes qui dépassaient comme ça. Enfin, c'était tout un poème, quoi. On sortait carrément d'un tableau de Degas, tu vois. Et, donc, voilà, je m'étais dit, ça y est, j'ai eu une deuxième chance, je peux pas la rater. Mais c'est vraiment très clair dans mon esprit, j'ai du mal à le dire avec des mots, mais voilà, je suis mis sur des rails et je me suis dit, maintenant, mon gars, tu vas être danseur étoile, quoi. Et j'avais 11 ans, tu vois. Et l'objectif, c'était à la fin de l'examen, à la fin de l'année, à l'examen, être classé premier. Si j'avais été deuxième, ça aurait été un drame. Et je me souviens, on était là, on passait notre examen, et puis il y avait les délibérations du jury, puis après, tu avais la surveillante générale qui arrivait, tac, 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 on entendait les talons. Elle ouvrait son cahier, puis elle disait « Premier, Monsieur Pêche ». J'avais éclaté en sanglots, en fait, tu vois, complètement mélodramatique. Deuxième, monsieur Intel. Troisième, un quatrième, un cinquième. Monsieur Intel sont renvoyés. Boum. Enfin, tu vois, c'était d'une violence inouïe, quoi. Et donc tout le monde pleurait, ceux qui étaient contents d'avoir accédé à la 4e division, ceux qui étaient renvoyés. Enfin, c'était un truc, waouh, hyper fort, hyper fort. Et ça, chaque année, au mois de juin, l'examen pour monter dans la classe. Les bruits de la directrice, enfin de la surveillante générale qui arrivait avec ses talons, qui ouvrait son carnet et qui donnait les noms des admis pour le niveau supérieur. Voilà, et puis petit à petit, bon ben... Et avec tes parents, c'était comment à cette époque-là? Alors on faisait la queue, je me souviens, on faisait la queue, évidemment il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça, on était dans les années 85, 86, ouais je suis rentré en 86 à l'école, donc tu vois, fin des années 80, début des années 90. Il y avait encore les cabines téléphoniques avec les pièces. Et donc on faisait la queue, je me souviens, il y avait une cabine téléphonique, là maintenant je te parle de Nanterre, hein, où on faisait la queue et on avait droit à 2 minutes de communication chacun. Mais quand je dis ça, ça sonne presque, tu penses à une prison, quoi, tu vois, comme le parloir, quoi. Et on était là. Alors, en même temps, c'était drôle, c'était joyeux parce qu'on se marrait, quoi, tu vois. Il y avait un truc très paradoxal parce qu'on était dans un endroit où la discipline est vraiment le maître mot, tu vois, le mot maître, pardon.
Et en même temps, ça, forcément, ça développe de notre côté la désinvolture. Tu as envie de transgresser les règles. Donc on faisait des conneries en permanence, quoi. On rigolait, on dormait par internat, par étage. Il y avait 4 étages, les 2 premiers étages pour les garçons, les 2 derniers pour les filles. Et à partir de 9 heures, tout le monde était dans sa chambre, on ne pouvait plus en sortir. On était 3 par chambre. Et on circulait dans les étages et tout. Il y avait des sonnettes d'alarme, il fallait les contourner. Enfin, c'était drôle, on a rigolé, on a fait des trucs, des batailles d'eau. Enfin, on était devenus, tu vois, c'est la guerre des boutons, quoi. C'est le film. Et voilà, je me souviens de ça, je me souviens de ces moments à la cabine téléphonique, donc par rapport à mes parents, où je les appelais et puis je discutais, et je leur disais comment ça se passait. Mais là, je pleurais plus, c'était fini, quoi, tu vois. J'avais eu 3 semaines très difficiles au début de séparation, et puis voilà, j'étais quelque part dans ma nouvelle famille. Et eux étaient comment par rapport à toi? C'était dur, je pense que ma mère, plus tard, en a parlé, elle m'a dit on m'a volé mon fils. Quand je pleurais énormément, à l'époque où j'ai fait le stage, au bout de 15 jours, je me réveillais tous les jours en pleurant, en pleurant, en pleurant, parce que j'étais loin, et parce que c'était dur, parce que c'était en pleine année scolaire, et parce que j'étais malheureux. Au bout d'un moment, la surveillante m'a dit, bon, ça suffit, on va appeler ta mère. Donc j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, viens me chercher. Elle m'a dit, bon, d'accord, je viens. La surveillante lui dit, écoutez, il pleure tout le temps, il est malheureux, on n'arrive pas à le consoler. Je pense que là, bon, il faut faire quelque chose. Et ma mère me dit, viens. Ma mère me dit, je viens, prépare ta valise, ce soir, je te ramène à la maison. Et donc j'ai attendu, je me revois près de la porte du foyer. Il y avait une chaise et j'étais avec ma petite valise comme ça, prête, tout content. Et ma mère n'est pas venue. Ma mère n'est pas venue me chercher. Et ça a été un sentiment, waouh, vachement fort pour un enfant de 10 ans, quoi. Et j'ai appris beaucoup plus tard, tu vois, l'âge de 13 ans peut-être, ou 14 ans, je me souviens plus très bien, mais les raisons pour lesquelles ma mère était jamais venue me chercher. Moi, je me suis dit, bon, elle m'abandonne. J'ai vécu ça un peu comme un abandon, quelque part, tu vois. Et en fait, elle avait été voir Claude Bessy, qui lui avait dit, écoutez, j'ai un problème, ça fait maintenant 15 jours que je suis là sur Paris, moi je dois rentrer dans le sud, mais mon fils est malheureux, il veut rentrer, donc je vais le récupérer. Et Bessy lui en a interdit. Il a dit, il est hors de question. Vous laissez votre enfant dans cette école, il a été admis, il a du talent, il est doué, il va y arriver, je le sens, donc vous le laissez. Et donc ma mère a fait ça. Et donc elle n'est pas venue me chercher, mais ce qu'elle a fait, qui était hyper touchant, que j'ai appris aussi plus tard, c'est que elle est restée 15 jours supplémentaires à Paris. Et tous ces trajets qu'on faisait de l'opéra à Octave Gréard, d'Octave Gréard, rue de Clichy, où on était dans la rue, ma mère me suivait. Elle me suivait de loin et elle me voyait pleurer comme ça. Et c'est une manière de m'accompagner, quoi, tu vois. Mais moi, je savais plus, je pensais qu'elle était repartie. Elle est restée pendant 15 jours, voilà. Et puis bon, après, petit à petit, tu t'habitues, je me suis habitué. Et ton père? Mon père était reparti. Mon père, il est reparti relativement vite. Après les 3 jours d'examen, il est reparti dans le sud. Voilà. Mon père travaillait, ma mère travaillait pas à cette époque-là, tu vois. Donc c'était plus simple. Mon père est reparti, il était kinésithérapeute. Il est kinésithérapeute, donc il est reparti à son cabinet, s'occuper de ses patients. Mais ton père, comment ils étaient par rapport, c'est après les années qui ont suivi? Bah, les années qui ont suivi, si tu veux, après c'est devenu. J'avais une vie un peu particulière, tu vois, pour un enfant. Je rentrais chez moi, je rentrais dans le sud un week-end toutes les 5 semaines. Et parce que l'internat était ouvert du lundi au vendredi. Donc du lundi au vendredi, je recevais l'enseignement de l'école de danse, j'étais en internat avec les copains. Le vendredi soir, j'allais dans une famille d'accueil qui était sur Paris pour me recevoir parce que l'internat fermait. Donc le vendredi soir, c'était la sortie de l'opéra, de l'école de danse, et j'étais accueilli par soit des copains qui étaient sur Paris, qui pouvaient m'héberger, dont les parents pouvaient m'héberger. J'avais toutes les 3 semaines, j'avais des nouveaux correspondants, on appelle ça les correspondants. Donc j'ai été transbahuté de famille en famille, comme ça. Et puis un week-end sur 5, je prenais le train, tout seul, et je rentrais jusque à Agde. Mais à l'époque, c'était pas le TGV Méditerranée, tu vois, ça mettait 6 heures pour aller dans le sud. Il fallait que je change de train. Et j'arrivais à 23h30 le vendredi soir. Et je repartais le dimanche à midi. Pour être à 19h à l'internat. Et je me souviens, le dimanche, je pleurais sur le quai de la gare. À nouveau, tu vois, la blessure était à nouveau. Et s'ouvrait du traumatisme. Et puis bon, le temps du voyage, 6 heures. Ça y est, j'étais à nouveau content d'être à Paris.
J'ai toujours été un peu dans ce déchirement, tu vois, entre la famille, le sud et Paris, quoi. Toujours été un triangle qui était difficile pour moi de gérer. Mais plus les années passaient et plus les moments de tristesse où je devais partir étaient courts, tu vois. Et je crois que c'était dur pour mes parents parce que finalement ils me voyaient peu. Ils me voyaient juste 2 jours tous les mois. Tu Et vois. ta sœur? Ma soeur, pareil. Ma soeur, elle est restée dans le sud. Et je la voyais à ce moment-là. Voilà. J'ai quand même eu la nette impression de grandir tout seul, si je dois dire la vérité. Même si enfin, j'ai toujours eu beaucoup d'amour de mes parents et même si j'ai eu ce sentiment d'abandon, voilà, j'ai toujours senti du soutien, tu vois, ils étaient là, mais au bout d'un moment, physiquement, ils n'étaient plus là. On se parlait par téléphone, mais je passais les vacances avec eux. Il y avait les vacances scolaires quand même. Et puis après, ces petits week-ends de temps en temps, et puis les grandes vacances, quoi, tu vois. Mais je savais que j'étais en train de faire quelque chose d'exceptionnel. J'avais pris conscience que j'étais dans une école qui allait me donner une structure qui me servirait toute ma vie. Tu vois, une discipline, voilà. Ça, j'avais vraiment conscience de ça. J'avais réalisé que euh, ce que j'étais en train d'apprendre, voilà, ça m'accompagnerait toute ma vie. Pour les choix, pour affronter la vie, tout simplement. C'est ma colonne vertébrale, quoi. L'enseignement que j'ai reçu dans cette école, c'est ma colonne vertébrale aujourd'hui. Le fait que je me perde pas, que je fasse les bonnes décisions, que j'aille dans les bonnes directions, les bons choix, les moments de découragement, que je sais que ça va tourner, qu'il faut s'accrocher, voilà. Ça, je le dois à cet enseignement que j'ai reçu. Et donc tu rentres à l'opéra, toi quel âge? Quand J'ai 17 ans, 17 ans et demi, 18 ans, ouais. tu passes comme premier cette année-là? Oui. Ah oui, 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 là c'était important. Je passe premier. Parallèlement, je passe mon bac. Je l'ai. Bon, pas de mention, mais j'ai quand même mon bac. Je crois qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir. Et c'était une crainte de ma mère, ça. Elle me disait, il faut absolument que tu aies ton bac. Elle avait peur que si jamais ça marche pas vraiment. Déjà, c'était une sacrée sécurité, si tu veux, d'être engagé dans la compagnie, parce que ça voulait dire que, à partir du moment où j'avais un contrat avec l'opéra, à 18 ans, j'étais tranquille jusqu'à 42 ans. Ce qui va m'arriver bientôt là, quoi, tu vois. Donc, sécurité d'emploi de 18 à 42 ans, ce qui est énorme aujourd'hui, tu vois. Et donc, j'avais quand même passé mon bac, parce que si jamais il y avait un problème, voilà, je aurais peut-être pu retourner vers des études et faire autre chose. Mais Tu aurais fait quoi? j'aurais dansé à nouveau. Je me suis jamais posé la question. Je sais faire que ça. Je sais sûrement faire plein d'autres choses, mais je ne veux faire que ça. J'ai souvent pensé à... on connaît le schéma. On sait qu'à 42 ans, ça s'arrête. On sait on va quitter, on va partir, on va... Pourquoi il faut quitter à 42 ans? Parce que tu as la notion du corps, physiquement. Je sais pas si c'est comme les chats, si tu multiplies par 7, mais un danseur de 42 ans, il est physiquement beaucoup plus abîmé qu'un homme lambda de la rue de 42 ans, quoi. Même si on est maintenu par les muscles, les articulations ont souffert, elles ont été hyper employées, trop utilisées. Et donc on sait que 42... Et puis c'est comme ça, c'est la règle. Il faut faire de la place aux jeunes. C'était la règle quand tu rentrais, c'était Oui, pas 45. c'était 45 quand je suis rentré. Quand je suis rentré, c'était 45. Ce qui fait que moi, j'ai été nommé étoile assez tard, à l'âge de 30 ans, parce que à l'époque, la retraite était à 45 ans. Donc, il fallait, d'un point de vue administratif, attendre qu'une étoile parte à la retraite pour en nommer une autre. Tu vois. Et j'avais été premier danseur, qui est le dernier grade de la hiérarchie, enfin l'avant-dernier, en tout cas le grade auquel tu accèdes encore par concours. J'avais été nommé premier danseur à 23 ans. Et quand tu arrives premier danseur, c'est une étape très importante dans ta carrière parce que au sein de cette compagnie, ça veut dire que déjà tu ne passes plus de concours, c'est terminé. Donc j'avais commencé tu vois, à 10 ans, jusqu'à l'âge de 23 ans, 13 ans chaque année, un concours pour monter en grade. Là, c'est fini. Et tu ne fais plus de corps de ballet, c'est-à-dire que chaque fois que tu apparais sur scène, c'est en soliste. Et chose très importante, tu as accès au rôle d'étoile. Et moi, j'étais le nouveau, si tu veux, arrivant, 23 ans. Il y avait les anciennes étoiles de 45 ans qui dansaient plus trop.
Parce que physiquement, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, tu vois, tu fais plus les mêmes rôles à 45 ans qu'à 23 ans. Donc les rôles de jeune premier, tout le répertoire classique, tout le socle, tu vois, ce que j'appelle vraiment le socle classique, ils dansaient plus ces rôles-là, ces gars-là. C'était trop dur pour eux. Donc c'était moi qui le faisais. J'étais un peu... Mais je pouvais pas avoir le titre parce qu'ils étaient encore là. Il fallait attendre qu'ils aient 45 ans. Donc, tu comprends? Donc ça a duré, tout ça a duré assez longtemps. Ça a duré 7 ans, quoi. Comme Marilyn Monroe, j'ai eu 7 ans de réflexion. Et à l'âge de 30 ans, finalement, j'ai été nommé parce que je crois qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. Là. J'avais déjà dansé au moins 3 fois le répertoire. Et puis on était en tournée à Shanghai et on présentait Gisèle, qui est un ballet à part entière, et l'Arlésienne. Parce que c'était la première fois que, enfin depuis longtemps que l'opéra n'était pas venu en Chine, donc il y avait vraiment, waouh, un gros événement, tu vois, à l'opéra de Shanghai. Et le danseur qui devait faire Gisèle s'est blessé, et le danseur qui devait faire aussi l'Arlésienne s'est blessé. Donc du coup, j'ai fait les deux. J'ai fait Gisèle, acte 1, acte 2, et ensuite l'Arlésienne, ce qui correspond à peu près à 4 heures de danse non-stop. Ce qui est fou, aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça. Et voilà, et je crois que là, bon, la directrice de l'époque, Brigitte Lefebvre, a dit on ne peut pas faire autrement, il faut le nommer. Il a la maturité, il a l'expérience, et en plus, il a la résistance. Donc voilà, donc j'ai été nommé ce jour-là, 22 septembre 2005. Mais il y avait une étoile qui était partie, ou ils t'ont nommé Ils m'ont même nommé un s'il y peu avait... par anticipation, parce que dans la même saison, il y avait Kader Belharbi qui partait à la retraite. Donc ils m'ont nommé avec 6-7 mois d'avance. Et de ces gens avec qui tu as commencé à l'école, vraiment ton groupe initial, combien sont restés? Ou combien ont fait étoile? Ah, étoile, personne. Mélanie Hurel, elle est devenue première danseuse. J'ai Yann Saïs de ma génération, qui est sujet. Noémie Geniadis, Quadrille. C'est tout, les autres ils sont partis. Ou ils ont quitté l'opéra. Raphaël Delaunay a quitté l'opéra. Elle était danseuse chez Pina Bausch, chez Thierry Kilian. Maintenant elle est chorégraphe et danseuse indépendante. Peggy Grelat, elle a quitté. Elle a dansé beaucoup avec Maggie Marin, le ballet de Lyon. Raphaël Coumarquet, lui, il n'a pas été engagé, mais il est devenu étoile. On était quand même une bonne promo malgré tout, parce qu'ils ont tous fait quelque chose. Et, euh, et ces liens que tu noues pendant ton enfance, tu les retrouves, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est des gens avec qui j'ai toujours gardé un contact. C'est comme des frères, comme des sœurs, presque, quoi, tu vois. Donc, quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté la veille. C'est rigolo d'ailleurs ce rapport qu'on a les uns avec les autres, parce qu'on se connaît pratiquement depuis l'âge de 10 ans. Tu vois. Et on est dans un rapport presque familial, mais passionnel. Tu vois. On s'aime et parfois on pourrait se détester autant qu'on s'aime. C'est dire à quel point on peut s'aimer. Quoi, tu vois. Donc, 42, c'est le jour de ton anniversaire ou c'est quand? Comment tu comptes 42? Bah, l'année de tes 42 ans, tu termines la saison. Par exemple, moi, mon anniversaire, c'est le 3 avril. Donc, le 3 avril 2016, je vais avoir 42 ans. Et gentiment, ils me permettent de terminer la saison. Les saisons marchent de septembre à juillet. Saison de théâtre, d'opéra. Et donc, j'irai jusqu'à juillet. Et à juillet, je serai retraité de l'Opéra de Paris. Voilà, j'aurai une retraite. Et je devrais débarrasser ma loge, que j'occupe depuis que je suis étoile. Et je ne ferai plus partie de la maison. Voilà. Je ne serai plus distribué, j'irai plus sur scène, c'est terminé. Le rideau se baisse et c'est fini. Mais c'est un moment qui est bouleversant, forcément, dans la vie d'un artiste, puisque tu passes de la lumière à l'ombre. Et je crois que me concernant, c'est un moment que je vais trouver très exaltant, qui me fait absolument pas peur, qui m'a fait peur quand j'avais 30 ans, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire, je voyais pas vraiment je pensais que je ne pouvais que danser, quoi, tu vois. Et plus la date approche, et plus je suis heureux de la carrière que j'ai eue, des rôles que j'ai dansés, des rencontres que j'ai faites, des chorégraphes avec qui j'ai travaillé, des partenaires que j'ai eus. Et j'ai pas de frustration, j'ai pas de manque, tu vois. Je me dis pas ah, ce rôle-là, j'aurais tellement aimé le danser. Bien sûr qu'il y a des rôles que j'aurais tellement aimé danser, mais c'est pas grave, on me les a pas donnés et
je suis allé dans la salle, les regarder danser par d'autres. Et j'ai pris autant de plaisir, autant je sais pas, mais en tout cas j'ai pris du plaisir. Et en tout cas ça n'a jamais généré une frustration chez moi, quelque chose qui reste là comme d'inachevé, d'inaccompli. Aujourd'hui, tu vois, je suis pratiquement à un an du départ et je me dis waouh, 42 ans, c'est jeune, tu vois. On est jeune à 42 ans aujourd'hui, donc c'est une nouvelle vie et, et je suis sûr que ça va être quelque chose de formidable. Je sais pas, je vois ça comme à nouveau une renaissance, tu vois. C'est Mais tu penses à ça depuis que tu as 30 ans. À 30 ans, je voyais ça un peu plus avec de l'anxiété. Mais depuis, si tu veux, j'ai affiné mes perspectives d'avenir. J'ai vu dans quelle direction j'ai envie d'aller, tu vois, ce que je veux faire. Alors c'est clair que j'ai eu la chance, si tu veux, très tôt. J'ai été nommé Étoile à 30 ans. Et en même temps, à 30 ans, j'ai monté ce groupe, Étoile Gala, où j'ai réuni des danseurs, étoiles de l'opéra et puis aussi de l'étranger, où chaque 2 ans, on partait au Japon faire un spectacle qui est devenu vraiment un rendez-vous attendu des Japonais. Et j'en suis maintenant à la 6e édition ou 7e édition, je crois. Et c'est marrant parce que à partir du moment où j'ai commencé à m'occuper des autres, à plus m'occuper de moi, parce que quand tu es artiste et quand tu es étoile, surtout quand tu es étoile, ce qui est normal, que tu passes un temps fou à t'occuper de toi, à t'occuper de ton corps, à être sur toi, tu vois, la concentration. Aller sur scène devant 2000 personnes, c'est violent quelque part. Donc ça demande waouh, un état d'esprit, une prédisposition. C'est-à-dire que même si ça dure qu'une heure ou que 10 minutes ou que tout ce qui se passe dans la journée, tout ce qui se passe dans les semaines qui précèdent cet événement, c'est en fonction de monter sur scène. C'est toujours dans ta tête. Tu sais que tu vas aller sur scène, tu sais que tu vas aller devant des gens et toute ta journée ne tourne qu'autour de ça. Et si tu veux, quelque part, c'est devenu pour moi le fait de monter ce groupe. Ben, j'ai compris que je pouvais aussi m'occuper des autres et pas m'occuper que de moi, tu vois. Et c'est comme si j'étais sur une frontière, sur un fil, où d'un côté, il y a Benjamin le danseur, et de l'autre côté, qui est dans la lumière, et de l'autre côté, je vais dans l'ombre, et je suis Benjamin l'organisateur, celui qui monte des spectacles, celui qui se bat pour avoir des chorégraphies, pour avoir des pièces pour tel ou tel danseur, voilà, qui est un peu fédérateur. Et j'ai réalisé à quel point j'avais autant de plaisir d'être l'un et l'autre. Pas l'un ou l'autre, tu vois, l'un et l'autre, les deux. Et petit à petit, maintenant, plus je vieillis, quoi, plus je prends de la maturité, plus le danseur s'efface, et plus ce côté de transmettre ce que j'ai appris, de monter des spectacles, de me battre pour que la danse soit vue aujourd'hui telle que moi je la conçois, à travers des spectacles, à travers toutes sortes de choses que j'aime faire, tu vois. Et ben ça me remplit autant que d'avoir été sur scène et d'avoir dansé des rôles. Donc si tu veux, j'ai le palliatif du fait d'arrêter de danser, qui est très traumatisant. Et j'ai vu des danseurs, des collègues qui n'acceptent pas de quitter la scène. Tu vois, pour eux, c'est difficile. Et tu le vois, ça. Ouais, c'est lourd. Moi, j'ai pas ça, quoi. Au contraire, je trouve ça génial parce que je sais là où je vais aller, je sais ce que je veux faire et je sais ce que je veux donner. Donc, je savais petit que je voulais être danseur étoile. Et j'ai su vers 38, 30 ans, ça a commencé avec Étoile Gala, mais petit à petit, j'ai su ce que j'allais faire après. Voilà. Donc les deux étapes importantes de ma vie qui définissent Benjamin d'un point de vue professionnel, paf, ça a été rangé, décidé et mûri, quoi, tu vois. Donc j'attends ce départ en avril 2016. Je ne sais pas encore exactement la date, mais en tout cas ça se fera dans ces eaux-là. Pas du tout comme une date fatidique, pas du tout comme quelque chose de traumatisant. J'ai déjà l'impression d'être parti, en fait, pour te dire la vérité. J'ai déjà l'impression d'être dans autre chose et de retenir le danseur pour que pour qu'il puisse partir en avril 2016. Mais si ça tenait qu'à moi, je pense que je serais déjà parti. Voilà. Seulement, bon, il y a ce problème aussi de ma hanche, quoi, tu vois. Oui, tu peux me parler de ça. Ouais, il y a ce problème de la hanche que j'ai eu il y a un an et qui a été, je crois, a été le moment le plus dramatique de ma carrière.
où tout d'un coup, j'ai eu une douleur insurmontable. Mais tu peux m'expliquer comment? Tu peux me raconter comment tu t'es rendu compte? Oh, par où commencer? Enfin, on se rend compte qu'on a la douleur, mais je veux savoir comment. J'avais, si tu veux, j'avais mal. Ça s'est fait Depuis en, combien de temps? ça s'est fait en plusieurs étapes, si tu veux, la hanche. J'ai eu une première blessure quand j'étais petit, quand j'avais 22 ans. J'ai eu un problème de dos. Et j'ai dû faire des radios, des examens par rapport à ce problème de dos. Et forcément, on a fait des radios aussi de mes hanches. Et le médecin radiologue qui m'a fait l'examen m'a donné une lettre cachetée que je devais remettre à mon ostéopathe. Je me dis pourquoi est-ce qu'il me cache quelque chose? Donc forcément, quand on te cache quelque chose et que tu as 22 ans, tu veux savoir ce que c'est. Donc j'avais ouvert la lettre et il était complètement catastrophé sur l'état de mes hanches à 22 ans, en disant je suis très inquiet, tu devrais regarder vraiment ses hanches. Il a déjà de l'arthrose, ce qui est complètement fou à son âge. Et il ne pourra pas danser longtemps. Donc je lis ça à 22 ans. Pour moi, c'était waouh, tu vois, la corde qu'on me mettait autour du cou, quoi, tu vois, on était en train de me tuer. Et donc ça a été hyper traumatisant. Et effectivement, tu vois, j'ai commencé à développer des douleurs, mais je pense que c'était complètement une somatisation, tu vois, parce que j'avais été tellement traumatisé par ce diagnostic de ce médecin que j'ai développé une douleur. Et puis cette douleur m'a amené à faire du yoga. Je me suis dit, il faut que je me trouve une technique parallèle, en plus de mon enseignement de danse classique. Et j'ai fait du yoga qui est un yoga avec beaucoup de suspension, beaucoup d'étirements. Et je crois que j'avais 22 ans, donc pendant 15 ans, ouais, 17 ans, peu importe, 17 ans où j'ai fait ce yoga, j'avais effectivement ce problème de hanche que j'ai aujourd'hui. Mais grâce au yoga et grâce à ma manière de travailler, j'ai réussi à reculer, si tu veux, ce que je vis aujourd'hui. Ça aurait dû m'arriver déjà il y a 10 ans, tu vois. Et j'ai réussi à danser. Et la douleur de la hanche est complètement partie. Voilà. J'avais mal si je marchais beaucoup, mais ça m'a jamais empêché de danser. Donc, ok, je m'en suis plus occupé. J'ai continué ma carrière, j'ai fait tout ce que je t'ai raconté. Et puis, l'année dernière, je venais de danser la Dame aux Camélias en entier, qui est un ballet quand même physiquement assez éprouvant parce que tu portes énormément, donc du poids sur le corps. Et je commençais à avoir une douleur dans la hanche qui me gênait, qui me faisait mal, mais qui ne m'a jamais inquiété. Tu vois, je me dis c'est pas grave. Pour moi, le problème des hanches était réglé. J'avais trouvé le yoga, j'avais trouvé la manière de le contourner. Et puis, j'ai commencé à préparer un ballet d'Angelin Prège-Locage, qui s'appelle Le Parc, où la posture est complètement différente. On n'est pas en dehors comme ça, tu vois, en classique. On est plus dans une forme parallèle comme ça. Donc j'ai changé mes appuis, tu vois, parce que la hanche tourne, une rotation qui se fait dans l'articulation. Et donc on n'est pas du tout sur les mêmes appuis, on est dans des appuis différents. Et là, la douleur a commencé à devenir de plus en plus forte, de plus en plus forte, de plus en plus forte, jusqu'à devenir carrément insupportable. Comme je suis un peu têtu, je voulais pas m'arrêter, je voulais quand même faire ce spectacle. J'avais 5 spectacles de prévus. Et la date du premier spectacle est arrivée. Et je me suis dit non, je veux danser. Donc j'étais parti faire une première infiltration avec la piqûre comme ça pour me soulager. Ça m'a soulagé 2 jours. Et un troisième jour, c'était à nouveau insupportable. Et le spectacle était le mercredi, tu vois, on était le lundi. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et je me revois le jour du spectacle. J'avais couru chez un acupuncteur, tu vois, pour te dire à quel point je pensais qu'un miracle pourrait arriver, quoi. D'un copain qui m'avait donné en me disant, tu vas voir, il va te sauver. Et moi, j'y croyais. Je me suis dit, le jour de mon spectacle, d'habitude, le jour de ton spectacle, tu te reposes, tu es dans ta loge. Moi, je suis dans le théâtre, tu vois, je suis là. Je ne vais pas dehors rechercher des soins chez un acupuncteur. Donc, j'étais parti à l'autre bout de Paris pour me faire piquer avec des aiguilles et tout, pour essayer de me soulager. Et rien, une douleur insupportable. Et je me dis, je fais quand même le spectacle. Je ne peux pas renoncer, quoi. Et je me souviens précisément, tu vois, les premières notes de Mozart, parce que c'est sur un ballet que Prèche-Locage a fait sur Mozart, sur la musique de Mozart, arrive et j'étais sur scène, le rideau était baissé et j'étais tout seul comme ça et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Comment je vais faire? Je pouvais même pas me préparer, je pouvais même pas faire un mouvement, je pouvais pas faire un saut. C'était à chaque fois des coups de poignard dans l'articulation, quoi. Terrible. Et donc le spectacle a commencé, il a fallu que là, j'aille chercher au fond de moi, tu vois, une rage, une puissance, une violence qui me fasse oublier la douleur, quoi. Et c'est quand même un spectacle qui dure 1 heure et demie, tu vois, le parc où j'ai
je suis beaucoup en scène, j'ai beaucoup de choses à faire. Et plus ça allait, et plus j'avais des larmes de douleur qui coulaient dans mes yeux, quoi, tu vois, tellement c'était intenable. Mais je voulais aller jusqu'au bout, à tel point qu'à un moment donné, pendant la représentation, le maître de ballet principal est arrivé. J'étais à ce moment-là en coulisses, tu vois, c'était un moment où je dansais pas. Il me dit, tu veux qu'on te remplace parce que je vois que tu boites, quoi, carrément sur scène. Je dis, non, je vais aller jusqu'au bout. Donc tu vois la détermination, quoi. Et donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Et le parc est le dernier ballet que j'ai dansé finalement, quoi. C'est un moment, il y a eu avant le parc, il y a eu après le parc, malheureusement. Et je me souviens, à la fin, je pouvais plus marcher. À la fin, mais en même temps, c'est un souvenir assez incroyable parce que j'ai tellement été obligé d'aller chercher artistiquement des choses profondes, personnelles, pour surmonter cette douleur parce que physiquement, je boitais, mais j'arrivais quand même à dépasser ce truc-là, quoi, tu vois, avec la force de l'émotion que j'avais au fond de moi. Et puis c'est un ballet narratif, tu vois, c'est très très beau. Et c'était un moment de scène assez inouï, assez incroyable, hein. Même si j'avais des larmes de douleur dans les yeux, j'ai pris un pied d'enfer à faire ce spectacle. Mais je me souviens à la fin, normalement le couple d'étoiles sort de coulisses, il vient sur scène saluer, et je pouvais même plus faire ça. C'est-à-dire que j'étais planté sur scène, il levait et baissait le rideau, quoi. Je pouvais plus marcher. J'étais soutenu par Laetitia, là, qui est en photo, avec qui je dansais, parce que je ne pouvais plus marcher, c'était fini. Et le lendemain, le diagnostic est tombé. J'ai dû aller faire des examens et on m'a dit, bon, vous avez une arthrose sévère, avancée de la hanche, et vous avez à peu près une hanche d'un homme de 90 ans. Et donc là, j'ai eu une année un peu compliquée où il a fallu que je fasse avec ça, avec ce problème de hanche. J'ai commencé à faire des tas de traitements, plus invasifs les uns que les autres, des piqûres, aller en Espagne, on me prélevait mon sang, on me réinjectait mon sang dans l'articulation. Enfin, j'ai vraiment tout essayé. Et ça a été un moment, si tu veux, de bouleversement et de changement total pour moi, quoi, tu vois, parce que je voyais que je pouvais plus. Je pouvais plus prendre un cours de danse classique, je pouvais plus faire un ballet. Et il a fallu que je fasse un choix. Et le choix, c'était soit je me fais opérer, donc prothéser, soit j'accepte que j'ai mal et je vois comment je peux danser en ayant mal. Et j'ai fait ce choix-là, de danser avec la douleur, pas par acte d'héroïsme ni de bravoure. C'était pour moi une manière d'aller au bout, tu vois, de ce contrat. Je me suis revu petit avec la détermination en disant j'irai jusqu'au bout, je veux être danseur étoile. Et je me suis dit non, il reste un an et demi avant mon départ à la retraite. Tant pis, c'est comme ça, c'est mon karma, je vais danser, je vais faire autre chose, je vais danser différemment. Et j'ai réussi petit à petit à remonter sur scène, à faire des choses, mais des choses complètement différentes, qui sont plus du tout des choses physiques, tu vois, c'est-à-dire que je peux plus sauter, j'ai plus d'amplitude du tout, mais je peux faire des choses, j'arrive à danser quand même. Et ça, je trouve ça formidable pour moi. Et parallèlement, je crois que cet acte, tu vois, de douleur m'a aussi permis m'a obligé de me projeter après 42 ans, parce que moi, mes 42 ans, soi-disant, où la carrière s'arrêtait, ils arrivaient là. Tu vois, avec ce problème de hanche, tout d'un coup, je pouvais plus danser. Donc, Ça, c'était il y a combien de temps? ça, c'était 39 ans, il y a 2 ans. 39 ans, voilà. Donc j'ai eu un an, si tu veux, de 39 à 40. Waouh. Il a fallu faire des choix. D'abord, j'ai eu l'obstination parce que je suis têtu. Donc je me suis dit, je vais m'en sortir, je vais trouver un remède. Donc je suis parti en Espagne, voir le médecin de Nadal. Je suis suivi par le professeur Rodino, qui est un très grand professeur. Et j'étais presque devenu un cobaye, quoi. Tu vois, on expérimentait des nouvelles choses pour voir si ça allait marcher sur moi. J'étais prêt à tout pour redanser, quoi. Tout sauf la prothèse, parce que la prothèse, tu peux danser avec une prothèse. J'ai plein d'amis enfin plein d'amis, je connais des danseurs qui sont passés par là et qui redansent, mais ça te prend un an et demi avant de retourner sur scène, et c'est le temps qui me reste, tu vois. Donc je me suis dit, non, tant pis, j'ai pas un an et demi pour retourner sur scène, parce que dans un an et demi, je quitte la scène. J'ai un an et demi pour danser en ayant mal. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est miraculeux, enfin c'est miraculeux. Les médecins sont complètement subjugués les images radiographiques de ma hanche montrent toutes que je pourrais même pas marcher si tu veux, parce que je suis os contre os, j'ai plus de cartilage.
Mais avec le yoga, avec une manière de travailler, avec un certain répertoire, et puis avec l'envie aussi surtout, et puis l'amour de ce métier, l'amour de la danse, l'amour de continuer. Et puis avec mon obstination, je crois, tout ça fait que ce cocktail me permet de continuer. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas d'aller jusqu'au bout. Et donc j'irai jusqu'au bout. Avec un autre répertoire, avec une... Je ne serai peut-être pas Benjamin bondissant, Benjamin comme j'ai été. J'ai fait le deuil de ça, je suis un autre danseur aujourd'hui, qui va chercher autre chose, qui doit exprimer autre chose, parce que j'ai un corps qui a une articulation qui fonctionne à 10% de ses capacités, quoi. Et il faut faire avec. Voilà, c'est le choix que j'ai fait. Mais j'avais entendu que tu avais fait un autre choix à un moment et que tu allais faire l'opération. Alors oui, j'ai eu le petit moment de doute, c'était au mois de septembre l'année dernière, j'ai eu une énorme crise. Hum, J'avais réussi, si tu veux, une première étape, j'avais réussi à redanser, j'avais réussi à partir au Japon avec Étoile Gala, avec ce groupe. Pour moi, c'était waouh! Je pensais même qu'il fallait que j'annule, tu vois, ces 10 spectacles que j'avais au Japon à cause de la hanche. Et puis, j'ai réussi à faire tout ça. Et puis, il y a eu le break après de l'été, tu sais, le break où tu t'arrêtes, où tu fais plus rien. Et en septembre, j'ai repris. Et là, douleur insupportable, je pouvais plus marcher. Je pouvais plus marcher, je marchais avec le genou plié. Je pouvais plus aller à la boulangerie, je pouvais plus sortir de chez moi, je pouvais plus rien faire. Donc je me suis dit, allez, bon, ben, c'est comme ça, c'est la vie, il faut être fataliste. Donc je prends les téléphones, professeur Rodino, on programme l'opération avec le chirurgien. Je programme le centre de rééducation après derrière, super centre. Vraiment, en plus, je suis hyper bien encadré, tu vois, j'ai les meilleurs pour ça. Donc. Et je m'étais dit, bon ben voilà, c'est comme ça. Opération le 5 novembre, prothèse de hanche. Voilà. Le 5 novembre, prothèse de hanche. Je m'étais mis cette date. Le 1er novembre, j'ai annulé. J'ai téléphoné, c'était la Toussaint. 1er novembre, j'ai appelé le chirurgien parce que j'avais établi une relation de confiance avec lui, donc j'ai appelé sur son portable et je lui ai dit, écoutez, je peux pas. J'ai l'impression de tricher. C'est bizarre, hein. J'avais l'impression de tricher, quoi. Je peux pas et j'ai moins mal. C'est vrai, j'ai commencé à avoir moins mal. J'ai eu une crise terrible en septembre qui a duré jusqu'à début octobre. Et donc, petit à petit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à nouveau à pouvoir marcher et à plus boiter, en tout cas avoir la boiterie qui était plus discrète. J'ai commencé à pouvoir retravailler, à retourner au cours de yoga. Je ne pouvais même plus faire de yoga, tu vois. J'ai commencé à pouvoir refaire un peu de cours de danse comme ça. Et puis, j'ai appelé, j'ai annulé l'opération. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis dans cette espèce d'état un peu fragile, mais qui me permet de danser. Tu vois, c'est incroyable. J'ai réussi à faire la création de Pierre Rigal. C'est une création, c'est pas comme du répertoire. Une création, c'est-à-dire que tu recommences toute la journée, on crée pour toi des pas, tu dois les faire, essayer. Donc physiquement, l'investissement, il est multiplié par 15, tu vois, par rapport à une pièce de répertoire que tu as dansé toute ta carrière et que tu fais. Le corps a une mémoire. Bon, là, c'était une création et je me souviens, je suis allé voir Pierre Rigal parce qu'il voulait travailler avec moi. Et c'était au moment, il faisait les auditions en septembre, donc le moment où j'étais moi avec la hanche en vrac. On lui avait dit non, tu peux pas voir Benjamin parce qu'il est blessé. Et puis après, je me sentais mieux, donc je l'ai appelé et je lui ai dit écoute, tu sais, je sais que tu veux travailler avec moi j'aimerais aussi travailler avec toi. Voilà, j'ai ce problème de hanche, c'est-à-dire que j'ai un temps de travail dans la journée qui est très réduit. C'est-à-dire que je peux travailler pendant 2 heures, mais au bout de 2 heures, je peux plus. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête une demi-heure. Et après, peut-être après, je peux recommencer un peu. Mais en tout cas, voilà, le deal, si tu acceptes, c'est que tu me laisses gérer physiquement mon état. C'est-à-dire que par moment, eh ben, je suis obligé de m'asseoir. C'est comme ça. Il faut que je recharge un peu les batteries parce que je ne peux plus. Je ne peux plus marcher, c'est fini. Et j'ai trouvé cet équilibre comme ça. Et j'ai réussi à faire la création de Pierre Rigal, dans laquelle je suis. Et pour moi, c'était waouh, un challenge, une renaissance incroyable. Et alors, c'était pas du tout en plus, c'était une pièce collégiale, tu vois. C'était pas une pièce où j'étais en étoile tout seul. On était 15 danseurs sur cette pièce. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Jérémy Bellinga, qui est un copain d'enfance, avec un peu quelqu'un on s'est suivi toute nos carrières, qui est aussi danseur étoile. Et puis des jeunes, et c'était hyper touchant d'être avec ces jeunes, avec leur énergie, avec leur insouciance, avec leur physique, avec leur potentiel, avec leurs possibilités. Et moi, avec mon savoir, ma sensibilité, ma maturité et mon physique, diminué à ce point, quoi, tu vois. Et d'arriver quand même à faire quelque chose, quoi. Voilà, ça a été pour moi un super challenge, une revanche sur la blessure que j'ai de la hanche, de me dire, eh ben,
J'ai quand même réussi à faire une création, quoi. Et voilà, maintenant je suis dans cette espèce d'endroit où j'arrive, je vais faire la pièce de Boris Charmatz. C'est incroyable de faire ça aussi, tu vois, qui sera en septembre. Là, je danse dans Manon Lescaut. Je fais Monsieur GM. Alors, c'est un rôle de composition, j'ai pas à danser, mais j'ai accepté aussi de ne plus apparaître sur scène comme quelqu'un qui va être dans la performance, qui va être aussi dans l'exploit physique. Parce que bon, on est des artistes, on est là pour véhiculer des émotions, donner quelque chose au public, raconter une histoire, une humeur, peu importe. Mais il y a quand même une notion de performance dans notre métier. Il faut sauter, il faut tourner, il faut porter. Moi, tout ça, je peux plus le faire, quoi. Par contre, je peux faire autre chose. Et donc, je passe maintenant sur des rôles qui sont plus des rôles de composition, où physiquement, ben, j'ai pas grand-chose à faire, peut-être. Mais artistiquement, j'ai des histoires à raconter, et ça, c'est génial, tu vois. Il y a plein de gens qui veulent pas le faire parce qu'ils disent ah non, c'est pas assez dansé, c'est pas assez physique, c'est pas assez important. Mais ce sont des rôles magnifiques. Donc j'ai ça, Monsieur GM dans Manon Lescaut. Ensuite, j'ai le rôle du comte dans Les Enfants du Paradis. Donc finalement, j'ai plein de choses. Je découvre un nouvel univers qui s'ouvre à moi. Mais tu feras une création encore ou pas? D'ici ton envoi. Je sais pas. Oui, oui, puisque j'ai ce projet avec Jérôme Bell. J'ai ce projet avec Jérôme Bell pour mars 2016, juste avant mon départ, qui sera sûrement la dernière création que je vais faire. Et donc ouais, on arrive encore à faire des choses pour moi, quoi. J'allais dire pour un handicapé, mais c'est presque ça, quoi. Tu vois, je suis un danseur handicapé, mais je le cache, je transforme mon handicap en une qualité. Et, euh, et ça, pour un enfant qui a été construit sur le challenge, c'est un vrai challenge, donc ça me plaît. Voilà, je crois que c'est pour toutes ces raisons que j'ai annulé cette opération. Je me suis dit, tu as un challenge là à relever. Tu peux contourner ce truc-là, c'est possible. Et voilà, là où j'en suis. Après 42 ans, s'il faut que je me fasse opérer, je me ferai opérer. C'est même plus un problème. Mais comme je pense que je ne danserai plus, j'arrêterai parce que j'ai tout un autre univers qui s'ouvre à moi maintenant. C'est pas un problème si j'ai une prothèse ou pas, quoi, tu vois.